Eh bien, donc bonjour à tous et à toutes. Comme Lorraine a dit, j'ai fait une thèse que j'ai soutenue là en début d'année avec Mourad Anachi, enfin encadrée par Mourad Anachi et Jean-Marc Ménard. Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler de ces questions de conception de politique publique et plus spécifiquement de politique publique systémique. Euh, voilà. Et du coup, moi, autour de ma thèse, j'ai travaillé autour des plans éco-phyto. Alors aujourd'hui, à travers l'étude des plans éco-phyto, ce qu'on va regarder, enfin d'abord je vais présenter un petit peu les difficultés qu'a rencontré l'administration d'État, donc en gros les ministères, à construire des politiques publiques systémiques de réduction de l'usage des pesticides. Et après, je vais présenter une démarche de conception qu'on a testée et ce qu'elle a permis et pas permis aussi. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas la chance de connaître très bien les plans éco-phyto, je vais faire un petit rappel. Euh, donc, pour rappel, réduire les pesticides, c'est un enjeu de politique publique depuis plusieurs années. Et donc, en 2008, le gouvernement, enfin, de l'époque, enfin, la France, quoi, a lancé les premiers plans éco-phyto qui visaient à l'époque à réduire de moins 50% l'usage des pesticides en 10 ans. Et ces premiers plans ont été suivis par d'autres plans, éco-phyto 2, de plus, puis cette année, éco-phyto 2030. Ce qu'on voit, c'est peu importe les débats sur les indicateurs, globalement, les objectifs n'ont pas été atteints. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'on est très loin de la réduction de moins 50%. Donc même si on débat sur les indicateurs, au final, on n'est pas dans les bons ordres de grandeur, quoi. Et donc, il y a une multiplication des critiques de ces plans. Donc forcément, nous, comme question un peu sociétale qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on peut identifier des éléments facilitateurs et inhibiteurs de l'efficacité des plans éco-phyto et quel mois de changement est-ce qu'on peut proposer? Pour faire ça et pour réfléchir un peu à la question, enfin de manière originale, on va dire, on a utilisé un cadre théorique qui est le cadre de la théorie des transitions des systèmes sociotechniques, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui, mais que enfin, je vais redétailler un aspect. L'aspect que je vais détailler, c'est qu'en fait, ce cadre théorique qui dit que la réduction de l'usage des pesticides, il est bloquées. En fait, les pratiques alternatives à l'usage des pesticides sont bloquées par ce qu'on appelle des phénomènes de verrouillage. En fait, qui dit autrement, c'est que les systèmes existants sont tellement cohérents que cette cohérence va exclure les nouvelles technologies ou pratiques, quand bien même celles-là seraient supérieures à celles qui sont en place. Je vais prendre l'exemple de la diversification des cultures. Donc, je pense que aujourd'hui, tout le monde sait que la diversification des cultures, c'est un set de pratiques qui permet globalement de réduire l'usage des pesticides. Sauf qu'en gros, pour diversifier les cultures, ce qui est représenté très subtilement dans mon petit schéma par un blé qui devient un pois, je suppose, l'agriculteur ne peut pas changer seul. Pourquoi? Parce que derrière, il a besoin de toute une structuration de filière, il a besoin que d'autres acteurs le suivent. Notamment, il va avoir besoin qu'on vienne collecter cette nouvelle culture de poids. Donc, il faut qu'il y ait des circuits logistiques qui existent, qui soient gérés par des coopératives, qui aient des silos de stockage pour pouvoir accueillir ces nouvelles cultures. Il faut que ces coopératives, qu'elles puissent vendre ces nouvelles cultures à des agro-industries qui vont les intégrer dans leur process, etc. Donc ça, c'est l'aspect stricto sensu filière. Mais bien sûr, tout ça, ça peut nécessiter des changements au niveau de la réglementation, qu'elle soit française ou européenne, des changement dans les manières de faire de la recherche ou encore dans les règles du commerce international. Donc ça, c'est un exemple de type de verrouillage. Et en gros, ce que ça dit, c'est qu'il faut que tous les acteurs des systèmes agroalimentaires changent de manière plus ou moins coordonnée. Et donc pour ça, quand on le traduit en termes de politique publique, ça veut dire qu'on a besoin de politiques publiques qu'on a appelées systémiques, enfin que j'appelle systémiques aujourd'hui, mais en fait, ça veut dire qu'ils soient capables d'agir sur tous ces maillons-là et pas uniquement sur les agriculteurs. Et donc, il faut qu'il y ait des instruments dans les politiques publiques qui soient un peu interconnectés pour permettre la coordination des changements. Or, ce qu'on voit, c'est que les plans éco-phyto sont peu systémiques. Donc, pour ceux qui connaissent pas par cœur les PDF éco-phyto, dedans, dans les plans éco-phyto, il y a plus de 100 actions. Ça a évolué au cours du temps, mais en gros, on peut citer quelques actions phares, comme que vous devez sûrement connaître, comme les réseaux de fermes innovantes défis, les formations d'agriculteurs et d'usagers des pesticides, des certificats. Il y avait des instruments de soutien à la recherche,
des interdictions de substances et plein d'autres choses. Mais en gros, pour synthétiser, c'est que tous ces instruments, ils sont principalement centrés sur les agriculteurs et leurs conseillers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des instruments qui jouaient sur d'autres acteurs, comme les CEPP, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si les gens connaissent, ils sauront que ça tape sur les coopératives. Mais en fait, il y en a très peu, et surtout, ces instruments ne sont pas interconnectés, donc en fait, c'est pas vraiment une politique systémique. Et du coup, la question qu'on s'est posée, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, parce que ça avait déjà été remarqué par des auteurs, notamment de SADEPT, dans Guichard et al., la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi en fait on arrive à cette situation et comment est-ce qu'on peut changer. Et donc, bon, ma problématique de thèse était un tout petit peu différente, mais en gros, c'était ça globalement la question qu'on se posait. Et donc, pour y répondre, on avait déployé une réflexion en trois parties. La première, elle visait à analyser les processus d'élaboration des plans éco-phyto au niveau national. La deuxième, elle visait à une analyse de la mise en œuvre de trois instruments spécifiques des plans éco-phyto, les plans régionaux de réduction de l'usage des pesticides, des plans de filière portés par les interprofessions et l'interdiction des néonicotinoïdes en betterave. Bref. Et en fait, c'est ce que ces deux chapitres, ce qu'on cherchait à faire avec ces deux chapitres, c'est aussi de générer des connaissances qu'on a mobilisées dans un troisième chapitre, était donc un chapitre de conception, et qui visait à repenser les politiques publiques de réduction des pesticides, donc en mobilisant une démarche de conception innovante. Bon, après, on a discuté avec ça. Aujourd'hui, je vais pas rentrer dans les détails du chapitre 2 et je vais vous présenter rapidement le chapitre 1 et le plus en détail le chapitre 3. Donc, le chapitre 1, Pardon, je pars juste pour vérifier. Ça me perturbe de ne pas vous voir. Ah, voilà, je trompé. Voilà, c'est mieux, je vous vois. Donc, le chapitre 1, en fait, la question qu'on s'est posée en analysant l'élaboration des plans éco-phyto, c'est qu'est-ce qui a limité, en fait, la capacité des agents publics à gérer l'élaboration, des processus d'élaboration de politiques publiques systémiques. On a interrogé plus de 20 acteurs qui ont participé historiquement à l'élaboration des plans, à la fois des acteurs agricoles comme les représentants des chambres, etc., et des acteurs environnementaux ou du secteur de la recherche, la FNE, Génération Future, des chercheurs, etc. Et ce qu'on a trouvé, je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais pour synthétiser, on s'est rendu compte que les agents publics avaient rencontré trois grands types en fait, de difficultés pour faire des politiques plus systémiques. Alors, donc pardon. Vous avez le schéma à droite. La première difficulté, c'était que leur processus d'analyse des implications de l'objectif de réduction des pesticides de moins 50% était inadapté. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, ils avaient un collectif de parties prenantes avec lesquelles ils devaient faire une politique publique, donc tout, Génération Future, les chambres, etc. Et donc, pour que tout le monde comprenne ce que ça voulait dire de réduire l'usage des pesticides, quels sont les leviers, vers quoi on doit aller, etc., ils ont cherché à créer un sens commun, forcément, à ce que tout le monde s'entende sur ce qu'on était en train de faire. Et donc, pour ça, ils ont mobilisé, ils ont commandé des rapports notamment à l'INRA, ils ont fait, dans les groupes de travail, fait intervenir des chercheurs. Mais le problème, ce qu'on voit quand on regarde l'histoire, enfin, on le voit très bien encore aujourd'hui, c'est que ça n'a pas du tout permis l'émergence d'une compréhension, pardon, j'ai mis compatible, mais en fait d'une compréhension commune du problème. En gros, dit simplement, les gens sont pas mis d'accord sur quel était le problème autour des pesticides. Et ça continue aujourd'hui, vous devez voir de quoi je parle. Et par ailleurs, il n'y a pas eu de prise en compte du verrouillage et de ses implications, alors même que le concept était déjà présent dans les premiers rapports préliminaires, enfin portés par l'INRA dès 2010, quoi. Donc voilà, donc on avait déjà un processus, la manière de gérer le processus d'analyse collectif était inadaptée. Et donc forcément, les gens n'étaient pas d'accord sur ce qu'il fallait faire. Et donc, pour le deuxième pilier, en fait, c'est la conception des instruments en eux-mêmes qui font politique publique, défis, etc. Et on se rend compte que plutôt que de construire une politique publique systémique basée sur cette analyse qui aurait été systémique aussi, on a plutôt une superposition d'idées indépendantes, c'est-à-dire qu'on a agrégé les idées qui étaient apportées par les acteurs. Et donc, on se retrouve avec des instruments qui sont déjà centrés sur les agriculteurs, mais aussi relativement déconnectés les uns des autres. Et en fait, ça va être encore renforcé par la troisième difficulté qu'ils ont rencontrée, qui se situe au niveau de la mise en œuvre des instruments. Bah forcément, on a des instruments déconnectés.
Et donc, enfin, ça va être renforcé par le fonctionnement de l'administration qui, de base, travaille un petit peu en silo. Et en plus, la mise en œuvre de certains des instruments, pour plein de raisons, ça intéresse, on peut en discuter, a été déléguée aux acteurs agricoles, comme les instituts techniques et les chambres d'agriculture. Et donc, ça a renforcé le morcellement et ça a permis à certains acteurs, en plus, d'atténuer un petit peu l'impact des instruments. Mais surtout, ça a renforcé cet aspect très morcelé. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, quand on fait de la science politique, ces trois problèmes-là, ils sont assez communs, en fait, enfin assez connus dans le monde des sciences politiques. C'est pas très rare quand on fait une politique publique. Mais du coup, on s'est demandé, mais d'accord, mais pourquoi, en fait, il y a eu ces difficultés? Qu'est-ce qui fait que les agents publics n'ont pas réussi à faire un processus d'enquête qui permettait mieux de mettre les acteurs d'accord, etc., de concevoir des instruments et tout ça? Et ben, ce qu'on a vu, c'est que enfin, ce qu'on voit en fait, c'est que les agents publics n'ont pas les ressources et les compétences qui sont adaptées. Ça veut dire quoi? Par exemple, on peut citer des exemples juste pour comprendre ce qu'on veut dire par là. C'est par exemple le type de connaissances mobilisées, il n'est pas forcément adapté à la création d'un sens commun. Parce que la création d'un sens commun, donc par exemple le premier pilier, le fait que les gens se comprennent, ça nécessite pas forcément des connaissances objectives à porter sur un rapport. Il y a un processus subjectif qui se joue beaucoup, et du coup, mobiliser des connaissances très technico-économiques, c'est pas forcément ça qui va convaincre les acteurs. Ça participe, mais c'est pas forcément ça dont on a besoin quand on cherche à créer du lien. Et l'autre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi qu'en fait, pensée systémique, une fois que les agronomes système sont arrivés et dire, oh, il y a un verrouillage, c'est terrible, les agents publics ils disent, OK, mais moi, je fais comment pour gérer cette complexité? Et en fait, on revient à dire un truc très simple, qui est que les verrouillages, c'est très compliqué, et que du coup, créer des politiques, il faut quelque chose qui aide à créer des politiques publiques qui soient aussi complexes, en fait. Et donc pour ça, on aurait besoin, nous, enfin, on dit qu'on aurait besoin d'outils de design ou de méthodes pour gérer cette complexité. Et les compétences, en fait, ça c'est un concept de gestion. Enfin, c'est juste de dire que c'est pas, on dit pas que les agents publics sont incompétents, c'est juste que pour faire quelque chose d'aussi complexe que gérer une politique systémique, il faut des compétences qui soient adaptées et qui font pas forcément partie classiquement des équipes qui gèrent les politiques publiques. Et donc c'est en ce sens-là, c'est-à-dire si on a besoin d'outils de design, il faut qu'il y ait les compétences pour gérer des outils de design. Euh, enfin, d'autres choses. Et par ailleurs, pour même se poser la question de est-ce qu'on a besoin d'outils de design ou est-ce qu'on aurait besoin d'autres choses ou peu importe, il faut les compétences pour se dire que c'est ça dont on a besoin. Enfin, et donc oui, voilà. Donc ça pour dire que c'est pas, quand on dit ça, c'est pas de l'incompétence, c'est juste un manque de nouvelles compétences. Donc voilà. Donc ce qu'on a déduit de ce premier chapitre notamment, c'était qu'il y avait un besoin de proposer des outils et des méthodes de co-design adaptés à des politiques publiques systémiques et qui permettent de répondre à nos trois, au vert, au jaune et au bleu. Ah oui, j'ai mis un petit nota bene. Dans mon deuxième chapitre, on a regardé ce que faisaient les drafts pour créer des plans enfin, de réduction de l'usage des pesticides régionaux. On n'a pas les mêmes résultats, enfin, c'est pas les mêmes problèmes, mais il y a quand même de manière similaire des problèmes aussi de ressources et de compétences au niveau local. Bah, en fait, pour la même chose, pour les mêmes raisons. Enfin, c'est-à-dire que le processus qui se passe au niveau national, il se retrouve quand on fait des plans de transition régionaux. Et en plus, ils sont pas beaucoup aidés par le niveau national. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, pardon. Donc, je reviens. Besoin de proposer des outils et méthodes de co-design de politique systémique. Et donc, on va sauter à mon chapitre 3, où on a cherché à repenser les politiques publiques de réduction des pesticides en mobilisant une démarche de conception innovante. Touc. Pardon. Par ailleurs, le deuxième bullet point, c'est enfin, cette question, elle a un intérêt sociétal d'aider les agents publics. Mais par ailleurs, en termes de recherche, c'est aussi assez intéressant parce qu'en fait, il y a peu de recherches qui sont développées sur les méthodes de design de politique publique et plus spécifiquement sur pour générer des instruments de politique publique. Il y a beaucoup de méthodes de design qui s'intéressent à la participation, à la création de visions, de futurs, etc. Mais lier ça à des aspects un petit peu plus concrets, il n'y en a pas beaucoup.
Bref, du coup, on voulait explorer l'apport d'une pratique de conception, d'une approche de conception qui s'appelle la conception innovante, qui est très connue dans le réseau IDS, mais du coup, que tout le monde... enfin bref, qui a été proposée par Actuel et Veil. Je vais détailler un petit peu pour celles et ceux qui connaîtraient pas sans trop rentrer dans le détail non plus. En gros, c'est une approche qui s'ancre dans une théorie qui s'appelle CK, pour Concept Knowledge, et qui est à la particularité qu'en fait, elle va vraiment chercher à s'affranchir de toutes les frontières, c'est-à-dire qu'elle va possiblement déjà chercher à redéfinir les caractéristiques de l'objet qu'elle cherche à concevoir. Donc, on ne va pas rester bloqué sur ce qu'on pense être une politique publique, mais on se permet d'aller plus loin et de redéfinir notre question s'il le faut, et c'est vers là que mène la discussion. Et aussi, on va pas s'interdire de, à la fois, enfin, c'est là, pardon, on va aussi proposer une coévolution large des connaissances mobilisées et des concepts, donc des idées inventées. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on crée des nouvelles idées ou concepts, on va aussi voir quelles sont les connaissances qu'on a peut-être besoin d'aller chercher ou de créer pour continuer notre processus de conception. Donc il y a des allers-retours entre la création en tant que telle et la création de connaissances pour revenir sur les concepts. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Et donc, je vais rentrer un peu dans le détail du dispositif de recherche, enfin, du coup, du dispositif de conception, finalement. En fait, on a fait 2 jours, 2 ateliers d'une journée. Alors, avant de rentrer dans le détail, enfin, et je reviendrai sur cet aspect après, c'est pas le dispositif idéal qu'on aurait voulu faire. Il y a, on avait pensé à des choses beaucoup plus ambitieuses, mais le temps de la thèse empêchait de faire quelque chose de très très large. Du coup, on s'est rabattu sur ce dispositif-là que je vais vous présenter, et je reviendrai à la fin sur qu'est-ce que ça nous apprend quand même d'avoir fait un petit dispositif plutôt que le truc énorme que j'avais à la base souhaité faire, ou qu'on pourrait imaginer faire. Donc, on a fait 2 jours d'atelier, 2 ateliers d'une journée, espacés d'un mois, et avec 6 participants, donc 3 de l'équipe de recherche, donc Mourad, Jean-Marc et moi, quoi. Enfin, mes 2 directeurs et moi, 2 personnes de l'administration d'État, une personne qui était côté agriculture au niveau régional et une personne qui était côté environnement au niveau national. Tada. Et un agriculteur qui était aussi le représentation d'une organisation professionnelle agricole. En termes de méthodologie, on a utilisé une méthodologie qui s'appelle KCP, donc qui est un peu le pendant concret de la théorie CK, enfin indépendant, on va dire. Et en fait, cette méthodologie, elle propose d'alterner des phases K pour knowledge, stage de connaissances. Je suis désolée, mes lunettes sont cassées, voilà. Des phases C pour concept d'exploration dirigée des idées. Quand on dit exploration dirigée, ça c'est quelque chose d'assez important dans ces cas, c'est que par opposition à l'idée qu'on se fait du brainstorming où tout le monde arrive avec ses idées et chacun dit ce qu'il a envie de dire, là c'est pas l'idée, c'est vraiment qu'on avait une méthode et on allait quelque part, tout en laissant une liberté, mais il y a une notion de diriger quoi. Et une phase P pour proposals, qui vise à synthétiser les résultats dans une stratégie concrète. Donc ça, c'est une phase qu'on a fait à part au sein de l'équipe de recherche et pas avec les 3 autres personnes. Je vais continuer à détailler un petit peu pour donner de la matière. Là, c'est l'agenda de la première journée. Bon, l'idée, c'est pas de passer par toutes les étapes chaque heure, mais c'est juste pour dire, on a commencé en fait par une phase K, donc un partage de connaissances, très concrètement une présentation de certaines connaissances, où je présentais les verrous qui avaient limité les processus d'élaboration des plans éco-phyto. En fait, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, pour que les participants voient qu'il y a aussi des difficultés au niveau du processus d'élaboration des plans. Ensuite, on a fait un deuxième partage de connaissances d'agronomie système sur la réduction de l'usage des pesticides et sur la notion de verrouillage sociotechnique autour des pesticides, donc ce que j'ai présenté en introduction de manière un peu plus étoffée, pour vraiment essayer que les participants ouvrent leur champ et arrêtent de penser, enfin, essayent de ne pas juste penser aux agriculteurs, mais qu'on les mette dans un mindset où on pense à à agir sur les autres acteurs. Ensuite, bon, on a présenté le fonctionnement, ok. Après, ah oui, dans une démarche KCP, on part d'un concept initial qui est écrit, donc on cherche à designer quelque chose qui est spécifié. Nous, notre concept qu'on voulait designer, on l'avait formulé comme ça à la base, c'est ce que l'équipe avait proposé aux participants,
On voulait designer une politique publique qui permet vraiment de réduire les pesticides en grande culture. Et on avait rajouté en France métropolitaine, j'avais oublié. On a rajouté en grande culture en France métropolitaine, ça c'était une obligation pour cadrer les débats. Juste ça, c'était nous parce qu'on avait que 2 jours. Et le reste, ben, ça pouvait changer en gros. Donc on a présenté ces zéros et on a fait un temps où les participants pouvaient le reformuler collectivement pour s'approprier ce qu'ils voulaient discuter. Et ensuite, la première journée, on a fait une exploration guidée donc de l'espace des concepts, c'est-à-dire qu'on a discuté de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une politique publique qui permet de réduire les pesticides en grande culture. Et donc, quand on dit guidée, c'est que nous, l'équipe d'animation, on avait préparé des questions de relance déjà, donc on pouvait un petit peu guider les discussions. Et quand il y avait un concept qui était proposé, on essayait vraiment de tirer jusqu'au bout de spécifier comment ça s'opérationnaliserait, vers quoi on va et quelles sont les caractéristiques de l'idée. Donc on allait vraiment jusqu'au bout d'une idée avant de passer à une autre idée. Et ensuite on a conclu. Ensuite, à la fin, ensuite c'est passé un mois pendant lesquels on a analysé les résultats de cette journée, bien évidemment. Et ensuite on est passé à la deuxième journée un mois plus tard avec les mêmes participants. Donc, on a commencé en faisant un retour et une discussion sur la journée précédente. Et après, on a alterné, je vais un peu moins rentrer dans les détails là, on a alterné entre des phases K de présentation de présentation de connaissances et des phases C d'exploration collective. Mais cette fois, on avait prévu des phases C qui étaient un peu plus ciblées. On voulait les guider pour approfondir certains aspects qui avaient été mentionnés pendant la première journée et qui n'avaient pas été, enfin, qu'on pensait qu'on pouvait plus approfondir si on leur apportait de nouvelles connaissances. Euh, donc, c'était assez standard. Le seul truc un peu moins standard qu'on avait testé, c'était de 14h à 15h30. Moi, j'avais souhaité essayer de tester un petit atelier que je veux vous présenter, que j'ai appelé un petit outil de comodélisation des verrouillages. Alors, c'est un grand mot, mais en tout cas, l'idée était là. En gros, l'idée, c'était de dire le concept de verrouillage, il est très intéressant parce que donc il permet d'ouvrir le champ. Et du coup, on avait envie de proposer un outil qui permette, au-delà de la présentation par l'équipe d'animation, qui permette aux acteurs de vraiment s'approprier ce concept et se mettre dedans, quoi. Vraiment de se dire, ah, je comprends dans mon âme. Et donc, ce petit atelier d'1h30, on avait commencé par choisir un type de pratique pour la réduction des pesticides, pour étudier comment s'organiser le verrouillage autour et quelles solutions de politique publique on pouvait proposer pour permettre à cette pratique de se déployer. On avait proposé 3 pratiques, mais du coup, je vais donner exemple que sur la diversification des cultures. Vous voyez, c'est assez large. On avait pris pas vraiment une toute petite pratique, mais un set de pratiques en gros. Donc, diversification des cultures. Et l'idée, c'était voilà, j'avais mis un tableau, un schéma comme ça au tableau, donc, et qui allait être rempli par des post-it proposés par les participants. Bref, et donc au départ, on a l'agriculteur qui veut diversifier ses cultures, et la question qu'on pose en fait, c'est qu'est-ce qui empêche les agriculteurs de mettre en place cette pratique? Et donc chacun devait écrire sur son petit papier qu'est-ce qui empêche les agriculteurs de mettre en place cette pratique? Comment est-ce que ce frein peut, peut-il être levé, pardon, et quels autres acteurs doivent agir ou créer ou être supprimés pour lever ce frein. Et en fait, après, on allait remonter d'acteur en acteur identifié pour montrer les chaînes du verrouillage. J'explique. Donc, qu'est-ce qui bloque les agriculteurs pour diversifier les cultures? Ben, qu'est-ce qui empêche les agriculteurs de mettre en place cette pratique? Les cultures de diversification ne sont pas collectées. Comment est-ce que ce frein peut-il être levé? Les coopératives doivent assurer la collecte. Donc là, on remonte d'un cran sur les coopératives. Et ensuite, on repose la même question aux coopératives. Qu'est-ce qui empêche les coopératives d'assurer la collecte? Comment est-ce que ce frein peut être levé? Hop, pardon. Et ben voilà, donc là on remonte, on dit ah bah il y a besoin d'acteurs financiers pour financer des silos. Parce qu'en fait le problème c'est que les coopératives n'ont pas de silos. Il faut que les transformateurs achètent ces cultures parce qu'en fait le problème des COP c'est qu'elles peuvent pas revendre les cultures, etc. Je pense que vous voyez l'idée, là c'est un peu schématique. Et donc l'idée c'était de créer un énorme
euh, schéma du système et de ses blocages. Et donc, de fait, une fois qu'on identifie les blocages, acteurs financiers, ils ont ils doivent financer les silos. Donc, on peut se dire, bah, très bien, les politiques publiques doivent mettre en place un système de financement des silos ou de pré-bonifier ou je sais pas quoi. On peut faire les transformateurs, on peut faire une loi comme quoi ils sont obligés d'incorporer, non, je dis n'importe quoi là, ils sont obligés d'incorporer 15% de poids, etc. Je pense que c'est ça l'idée. Enfin, l'idée, voilà. Donc voilà, ça c'était l'idée. Et à la fin de toute cette journée de design, etc., qu'on avait enregistrée, donc on a fait le travail d'analyse, et en fait, on a fait un travail assez approfondi de restructuration des propositions qu'on a mis, qu'on a appelé sous la forme de choses qu'on a appelées des scénarios. Le mot est un peu mal choisi, je trouve, mais je reviendrai dessus. Mais et aussi en termes de comment on a construit tout ça, donc toutes les idées qui ont été générées pendant l'atelier. On a systématiquement mis en regard avec la littérature existante pour confirmer la pertinence de l'idée ou l'infirmer, ou alors inviter à faire plus de recherches, donc pour ceux qui suivent la théorie Cassepoe, pour voir s'il y a besoin d'une extension de l'espace K. Donc voilà, il y avait ce travail, donc les idées, c'est pas parce qu'elles ont été proposées en atelier qu'on les accepte telles quelles. On va les mettre en regard avec la science. Et donc forcément, il y a eu une mobilisation assez forte du travail de thèse qui avait été fait au préalable. Là, je vais vous présenter les résultats de cet atelier. On va commencer par la gauche. Le C0 qui a été reformulé par les participants, c'était une politique publique qui permet d'en finir avec les problèmes posés par les pesticides, donc en grande culture en France métropolitaine. Donc vous voyez que l'angle problème posé, c'est l'idée que l'objectif commun soit un peu moins clivant que réduire l'usage des pesticides, et c'était un choix des participants. Donc ensuite, je vais vous présenter ce qu'on a appelé les trois scénarios de politique publique, qui en fait sont des ensembles de propositions qu'on a mis ensemble très concrètement. Sur les schémas, vous avez, c'est une représentation habituelle avec la théorie CK, là. Mais bref, en blanc, vous avez ce qu'on appelle le dominant design. Dominant design, c'est ce qui est fait habituellement, la manière qu'on a travaillé habituellement. Et en bleu, c'est les scénarios qu'on a proposés. Et donc, en haut, vous avez ce qui s'éloigne le plus de ce qu'on fait habituellement. Et en bas, ce qui s'en rapproche le plus. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au final, on s'est retrouvés, mais c'est parce que guidés par les participants, moins à faire des propositions d'instruments très précis, mais plutôt enfin, les participants, en fait, se sont un peu accordés sur le fait qu'il fallait repenser la manière de faire, de gouverner les politiques publiques, en fait, et que c'était ça le problème. Donc, on a travaillé là-dessus. Donc la première chose, je vais rentrer un peu dans le détail. Ouais, je peux faire comme ça. Oui, voilà, comme ça. La première chose, qui a été remarquée, c'est que les plans éco-phyto, enfin la manière de travailler généralement des politiques publiques, c'est que les politiques publiques travaillent au sein du paysage organisationnel existant. On va pas chercher à aller à l'intérieur des organisations pour les transformer, en fait, généralement. On va pas se demander comment fonctionnent les chambres, comment fonctionnent les instituts techniques, les ONG, etc. Donc le scénario 3, en fait, il dit non, revenons en arrière et proposons des politiques publiques qui vont aller regarder ce qui se passe à l'intérieur des organisations et proposer des pistes pour les transformer, ces organisations. Et donc on propose, là sur l'image, j'ai pas détaillé, mais du coup dans la thèse, on détaille un petit peu ce scénario, enfin on détaille beaucoup ce scénario plutôt, et en fait on propose trois voies complémentaires. Un, transformer le fonctionnement des organisations agroalimentaires. Deux, que j'ai appelé redonner du pouvoir d'agir à l'administration d'État, dit autrement, transformer l'État en lui-même, ses organisations. Et trois, créer ce qu'on appelle dans mon champ de recherche des intermédiaires de transition, c'est-à-dire des personnes ou des organisations qui permettent de gérer les transformations collectives, en fait, de faire le manager des transformations des différents acteurs. Et en fait, là, on a bien avancé dans les ateliers, c'est qu'on a donné des principes de travail pour transformer les organisations alimentaires. On ne dit pas juste transformer, on dit transformer selon ces principes qui ont été à la fois dits pendant les ateliers et dans la littérature. Le deuxième aspect qu'on a cherché à retravailler, c'est que dans le dominant design, les cophytos, quoi, on a des politiques, ah oui, des politiques publiques nationales qui sont
donc faites au niveau national, qui sont centrées, comme on l'a dit, sur les agriculteurs et qui s'adaptent assez peu finalement aux territoires et aux filières. On a la même politique publique et après on va jouer sur quelques petits changements au niveau territorial, mais c'est assez faible finalement, les adaptations. Et donc là, on va proposer deux scénarios qui vont s'éloigner de ça, mais qui ont des éléments en commun. C'est que on va chercher à faire des politiques publiques qui soient systémiques et qui vont s'adapter à la diversité des territoires et des filières. Et donc, en fait, ce qu'on propose, enfin, une fois qu'on a dit ça, en fait, on propose aussi dans la thèse des concepts pour opérationnaliser ça. On propose des pistes pour repenser à la fois la fabrique et la mise en œuvre des politiques publiques et les principes de travail, donc en repensant les participants à la fabrique des politiques publiques et à leur mise en œuvre, l'organisation de l'enquête, pardon, j'ai oublié de corriger, c'est du travail d'analyse des objectifs, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on, quelles connaissances on crée, etc. Comment est-ce qu'on définit l'objectif collectif? Tout ça, on propose des manières concrètes de faire. Donc ça, c'est les éléments communs. Pardon. C'est les éléments communs. Et donc, pour finir, pardon, il y a les deux derniers scénarios. Donc, le scénario 2, en fait, on propose une manière de faire une politique publique qui est élaborée, cette fois, non plus au niveau national, mais vraiment au niveau local. Donc, on part du local et on propose des choses au national, avec des politiques publiques qui vont être différenciées en fonction des territoires, mais un niveau national qui, quand même, a une voix forte sur la coordination et la mise en cohérence de tous ces programmes. Et le dernier scénario, c'est un scénario qui se rapproche plus fortement de ce qui est fait habituellement. On a une, on reste au niveau national, enfin on fait toujours une politique publique au niveau national, mais cette fois on donne des pistes pour que les moyens qui soient donnés au niveau locaux, notamment au DRAF, enfin aux directions régionales de l'agriculture, soient plus forts pour leur permettre de vraiment travailler sur l'adaptation au territoire et donc renforcer cet aspect-là. Et donc voilà, on donne des pistes concrètes pour opérationnaliser ça. Alors, maintenant, j'ai discuté des résultats de cet atelier. En regardant ce qu'on propose, on a noté une réelle originalité par rapport à la littérature. En fait, là, je sais pas si ça se voit parce qu'en fait, au final, on dit transformer les organisations puissent faire du top-down et du bottom-up. Mais en fait, comme j'ai dit, on rentre assez, enfin, beaucoup dans le détail dans la thèse en donnant des principes d'opérationnalisation. Et cette alliance entre principes théoriques et principes d'opérationnalisation qui sont basés sur le vécu des acteurs, donc qui ont participé à l'atelier et qui savent pourquoi ça marche ou ça marche pas, l'adaptation au territoire, etc. Ça, c'est assez original et ça a finalement été assez peu fait. Et en fait, on voit aussi qu'il y avait une énorme richesse en 2 jours d'atelier. Donc, on revient sur cette question que j'avais au début de ah bah on a fait que 2 jours, c'est un peu maigre par rapport à l'ampleur de l'ambition qu'on portait. Mais en fait, ce que ça montre, c'est que la conception innovante, donc cette manière de faire, ça peut être une approche assez intéressante pour l'élaboration des politiques publiques parce que en fait, nous, on a réussi à trouver des choses assez intéressantes en 2 jours avec 6 personnes. Donc, je pense que ça donne des pistes sur ce qu'on pourrait faire avec un peu plus de monde, euh, un peu plus, enfin, peut-être repenser les questions, etc., pour être plus ciblé ou des choses comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est totalement mobilisable par des administrations, quoi. Ou des acteurs qui n'ont pas énormément de temps. Désolée, je pense beaucoup à administration à cause de ma thèse. Par ailleurs, en termes de recherche, les résultats qu'on porte ils sont assez importants parce que, comme je l'avais dit, la conception innovante a rarement été utilisée pour une politique publique, à part dans cet article de Puccinota. Donc, c'est un terrain qui est encore à déminer et ça offre des pistes intéressantes de recherche. Pareil pour l'aspect recherche, plutôt réflexif cette fois, il y a un apport, enfin, je pense que les gens qui travaillent en conception le savent, mais ça a été très utile aussi pour retravailler les résultats du travail de thèse. Ça a quasiment fait C'était presque une discussion de ce que j'avais fait avant, en fait, mais sauf que ça avait été fait avec des acteurs, donc c'était vraiment intéressant. Et plus généralement, il y a un énorme potentiel pour les chercheurs pour avoir un retour sur leur recherche, identifier comment la renforcer pour qu'elle soit pertinente et qu'elle parle aux acteurs. Ça permet aussi d'identifier des nouvelles pistes de recherche avec l'idée d'expansion de cas. Et moi, je me dis aussi, c'est super utile pour permettre une synthèse en fait de connaissances portées par plein d'acteurs. Par exemple,
moi, je me dis que ça pourrait être utile à tester pour faire des escos à l'INRA, pour voir si ça peut permettre un peu de renforcer la pluridisciplinarité de ces escos. Euh, Pardon. Ah oui. Alors, donc les difficultés quand même qu'il faut relever et dont j'ai moins parlé dans la thèse, sans surprise, c'est que en fait le dispositif il n'était pas adapté à ce qu'on tirait de nous-mêmes comme conclusion des chapitres à cause du manque de temps, mais très clairement il aurait fallu avoir beaucoup plus d'acteurs des systèmes sociotechniques, avoir des banques, des agro-industries, et c'est là que ça deviendrait très très intéressant. Et aussi nous-mêmes on propose dans un des scénarios de partir des territoires pour remonter. Et donc là, ça serait aussi très intéressant de le faire au niveau des territoires, voire de faire des ateliers qui se répondent en fait, qui partent des territoires, puis du national, puis on revient au territoire, etc. Donc ça, c'est des pistes, mais nous, on n'avait pas eu le temps. Et une autre difficulté qu'on a eue, mais enfin une erreur presque, enfin, mais voilà, un apprentissage, c'était que dans la phase C, en fait, on a beaucoup essayé, on a un peu eu des discussions sur les problèmes et les blocages rencontrés par les acteurs et sur les propositions de politique publique qu'on pourrait faire pour les lever. Donc en fait, enfin, on mélangeait un petit peu dans les discussions les constats et les pistes de solutions. Enfin, on les faisait, forcément, logiquement, on parlait d'abord des blocages et ensuite on parlait des pistes, mais c'était quand même dans la même session, on va dire, et c'était avec les mêmes acteurs. Et en fait, on s'est rendu compte que les acteurs, en tout cas, qui étaient présents à nos ateliers, étaient assez mal à l'aise pour faire ça, à cause du temps, mais aussi peut-être parce qu'en fait, il faudrait pas avoir les mêmes acteurs pour porter les constats et proposer les solutions, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes compétences et que des acteurs capables de porter des constats, ils ont pas forcément les connaissances pour créer les solutions. Et donc, moi, si c'était à refaire, je le ferais de manière séparée, avec pas nécessairement les mêmes acteurs, ou en tous les cas avec de nouveaux acteurs plus spécialisés sur la fabrique des politiques publiques dans l'atelier qui serait vraiment dédié à créer des propositions après avoir fait le constat. Moi, une hypothèse que j'aimerais tester, et je pense que l'actualité politique, enfin, vous verrez où je vais en venir grâce à cette actualité, c'est que moi, je pense que la notion de verrouillage et son explicitation en phase K peut être un support très intéressant pour faciliter la construction de sens commun autour des politiques publiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, enfin voilà, vous le savez, on est sur une situation très tendue autour des politiques publiques de réduction des pesticides et sur l'agroécologie au sens large. Et c'est les gens n'arrivent, enfin, en tout cas, ce qui se passe en ce moment donne l'impression que les gens n'arrivent plus à se parler. Et la- et se sentent et que les agriculteurs se sentent très attaqués. Et les environnementalistes aussi d'ailleurs. Et du coup, la notion de verrouillage, elle a cet avantage moins analytique que politique de proposer un regard qui dit qu'en fait tout le monde est dans le même bateau et que c'est presque la faute de personne en fait. Et ça, moi je pense que ça peut être intéressant pour débloquer des discussions. Et du coup, moi, enfin ça, on l'a pas testé, mais je me permets aujourd'hui de dire ça, c'est que les ateliers de type co-modélisation, là, des systèmes verrouillés, que j'avais commencé à tester pendant 1 heure rapidement, pourraient être très utiles. Et on sait dans la littérature qu'il y a plein de chercheurs qui utilisent la co-modélisation au niveau territorial pour avancer avec des acteurs. Donc voilà, et juste pour illustrer, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais sorti, que j'ai pas pu mettre dans ma thèse, ça, c'est toutes les idées qui sont sorties juste de l'heure et demie de mon petit travail sur les verrous. Donc là, en fait, je suis très mauvaise en design de PowerPoint. Merci Thibaut. Donc c'est affreux et donc je l'ai jamais mis dans la thèse et voilà. Donc il faudrait faire ça avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en InDesign ou en PowerPoint. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en 1 heure et demie, on a quand même quelque chose avec 6 personnes d'assez foisonnant. Et en fait, vous voyez, enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais on arrive, en gros, c'est un schéma en gris, on avait tous les acteurs des systèmes sociotechniques. Après, on avait en bleu les problèmes qui rencontraient les blocages. En vert, les possibilités d'action publique ou d'action qui pourraient être entreprises. Et en violet, on allait plus loin sur, pardon, sur
le violet, c'était pour connaissance. C'est quelles sont les connaissances qui seraient nécessaires pour approfondir cette idée d'action de politique publique, en gros. Bon, encore une fois, là aujourd'hui, enfin, j'ai pas présenté tout ça dans ma thèse et je me permets de le présenter aujourd'hui juste parce que c'est quelque chose qui a été fait et pas valorisé et je trouve ça intéressant. Voilà. Euh, voilà. Pardon, et ça, du coup, dans cet atelier, il y avait des pistes qui étaient beaucoup plus proches d'instruments d'action publique concrets que ce que je vous ai présenté dans les scénarios qui parlaient plus de gouvernance. C'est juste que on n'a pas réussi à le valoriser. Voilà, du coup, j'ai parlé 40 minutes, donc je vais finir. Ma dernière slide s'appelle Porter le design vers l'infini, l'au-delà et le MASAF, donc le ministère de l'Agriculture. En fait, ce qui est vrai, c'est que je ne l'ai pas spécifié, mais je suis IPEF, donc je suis fonctionnaire des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, et j'ai beaucoup de connaissances là-bas. Ma thèse a été financée par le ministère de l'Agriculture. Et pourtant, franchement, malgré tous mes efforts, les discussions sur ces sujets, de repenser les démarches pour le prochain plan éco-phyto, essayer de refaire des choses, j'ai pu avoir des discussions super intéressantes avec les acteurs du ministère, mais en fait, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les marges Enfin, bon, bref, ils n'ont pas plein de choses, et du coup, ça, ça percole pas. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui se disent, ah oui, la thèse de Viviane, trop bien, on va tester d'aller plus loin. Pourtant, je trouve ça dommage et je trouverais ça super intéressant de faire une vraie démarche de grandeur nature de co-design de politique publique. Ça a été fait dans un pays nordique, je sais plus si c'était la Finlande ou la Suède, j'avoue, mais ils ont fait une démarche avec des designers pour des politiques de transition et ça a donné des résultats intéressants et moi je trouverais ça vraiment chouette qu'on prenne le temps de le faire avec tous les acteurs des systèmes sociotechniques sur le temps long. Par exemple, là c'était le moment où je me suis dit, oh, il y aura des chercheurs en design. Par exemple, en 3 ans, ça pourrait être une bonne durée de test. Et justement, pour lever cette question de l'amener dans le ministère, enfin, il y a des dispositifs comme les tests COFRA qui sont le pendant des tests chiffres qui pourraient être intéressants. Enfin, moi, je trouve que c'est super intéressant que le MASA porte une démarche de design de 3 ans de politique publique, ou alors une thèse IPEF, ou alors une thèse tout court. Ça serait chouette aussi. Mais voilà, c'était juste une idée comme ça parce que j'ai le droit aujourd'hui. Merci beaucoup.